Bonsoir. Bon, alors je ne vais pas m'étendre sur les déclarations de l'actuel secrétaire national du PCF, Monsieur Pierre Laurent, à propos du centième anniversaire de la Révolution d'octobre. Je pense que la meilleure réponse a déjà été donnée le même jour, c'était le 4 novembre dernier. En l'occurrence, c'était au Diaconesse par la réunion de 4 fois plus de membres, hein. Il y avait 400 personnes, ainsi que la présence de 30 partis communistes étrangers. C'était à l'appel des continuateurs du PCF du PCF léniniste que sont le PRCF. Donc je referme cette parenthèse, parce que ces vidéos sur YouTube ont un but de formation et s'adressent à tout le monde, hein, pas seulement aux militants. Mais je voulais dire quand même qu'on n'a pas vocation à jouer toujours un rôle de simple commentateur, les bras croisés. D'ailleurs, comme disait André Tollet, qui était le dirigeant de l'insurrection parisienne de 1944, hein, il le disait à l'adresse des dirigeants révisionnistes du PCF, il disait: il y a eu et il y aura un parti communiste en France, avec vous, sans vous ou contre vous. En tout cas, on ne peut pas laisser M. Pierre Laurent dire autant de contre-vérités. Euh, bon, on l'a vu dire, nous autres communistes, nous avons tiré la leçon d'octobre et elle est tirée définitivement. C'était son discours du 4 novembre. Alors bon, ce petit numéro d'abjuration et de haine de soi le regarde, y compris lorsqu'il juge bon de dire que non, ils ne prendront pas d'assaut le palais de l'Élysée, hein, comme les bolcheviks, sous-entendu, avaient pris le palais d'hiver. Mais donc, on sait, il a même appelé à voter Macron au deuxième tour. Et Robert Hue, lui, avait appelé à voter Macron dès le premier tour, hein. Donc, bon, ça n'intéresse personne. Des communistes qui ne veulent pas être communistes, ça n'intéresse vraiment pas grand monde. Même pas besoin d'être marxiste pour le comprendre. On peut comprendre d'ailleurs simplement au nom d'une simple morale universelle, alors que chaque peuple ou civilisation exprime à sa manière, hein, qu'on retrouve par exemple dont les évangiles, par exemple, sont une expression parmi d'autres, hein. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? C'est pareil des communistes qui ne sont plus communistes. C'est des communistes qui perdent leur saveur. Qu'est-ce que ça n'intéresse personne? Donc là aussi, les gens n'ont pas forcément besoin d'être marxistes pour voir que cette division entre bons et mauvais communistes, hein, les méchants soviétiques et les bons français, qui nous ressortent depuis des années, ils n'ont pas besoin d'être marxistes pour voir que c'est pas une bonne solution. C'est même dans les évangiles, on dit: ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le ferez. C'est ce que disait Jésus, dit-on, mais c'est ce que devrait dire n'importe quel dirigeant responsable. Parce que l'adversaire de classe, lui, il fait pas dans le détail. Lui, il dit si c'est toi, c'est donc ton frère, comme dit le loup de la fable. Donc la responsabilité d'un dirigeant, c'est précisément d'être responsable, responsable de tout le monde, c'est pas céder aux calomnies de l'adversaire. Alors j'ai pas dit tout excuser, mais en tout cas ne pas renier, ne pas cracher, notamment sur ceux qui ont fait une révolution que nous n'avons pas été capables, nous, de refaire. Je dis bien refaire, parce qu'on en a quand même fait une. Euh, bon, mais précisément, restons marxistes. Qu'est-ce qu'il entend, M. Pierre Laurent, par démocratie? Là, je pose la question en marxiste. Pour M. Pierre Laurent, la démocratie, c'est sans doute toucher les subventions du Parti de la gauche européenne, de la part de cette Union européenne s'y lier à l'OTAN, hein, par sa politique de défense, je le rappelle, qui ne veut pas que du bien au peuple du monde et notamment au nôtre. Alors, il présente Octobre comme un processus non démocratique. Alors, le mot d'ordre, je rappelle, c'était quand même tout le pouvoir aux soviets. Lénine prenait une large alliance, hein, y compris en faisant des concessions à la paysannerie. Lénine, contrairement à ce qu'on veut faire croire dans le camp identitariste qui n'est pas le mien, c'est-à-dire qui est un camp caricatural, hein, Lénine ne répugnait pas aux alliances, pourvu que le parti bolchevique n'y perdit pas sa personnalité et que la classe ouvrière puisse y jouer un rôle moteur, hein. Et surtout, point le plus important, l'arrêt de la guerre impérialiste, c'est l'acte démocratique par excellence. La révolution, elle met fin à la guerre. Mais la guerre avait été sciemment déclenchée pour éviter la révolution. D'ailleurs, la révolution était un tel scandale qu'on a remobilisé rebelote 14 nations contre elle, hein. Je renvoie bien sûr au livre de Jacques Pauwels qui s'appelle La Grande Guerre des classes, qui explique ça très bien et qui s'appuie d'ailleurs sur les travaux d'un autre historien très important qui s'appelle Arnaud Mayer. Bon, l'autre contresens de Pierre Laurent est de s'appuyer comme contrepoids à la méchante Union soviétique et la méchante révolution d'octobre sur la figure historique de Georges Marchais, convoqué notamment là comme auteur
de son livre Défi démocratique de 1973. Alors, je ne veux pas canoniser non plus Georges Marchais, mais on ne peut pas justifier le PCF actuel au nom de celui des années 70 et même 80. Et bien qu'un processus de déhellénisation fut déjà enclenché dès cette époque. À cette époque, on n'opposait pas systématiquement les beaux Français aux méchants soviétiques, on n'opposait pas le patriotisme à l'internationalisme, on articulait les deux. C'est seulement au moment de l'eurocommunisme qu'on a rejeté l'un et l'autre, mais au moment où ça a été lancé, bien sûr au moment de l'ère Marchais, mais au moment où ça a été lancé, ça n'a pas pris. Si l'eurocommunisme, qui est maintenant revendiqué expressis verbis par M. Pierre Laurent, a triomphé, c'est-à-dire l'eurocommunisme, c'est-à-dire de plus en plus d'euros et de moins en moins de communisme, c'est surtout après le retrait de Georges Marchais. Je rappelle que le PCF s'était déjà opposé à la Communauté européenne de défense, mais qui s'est aussi opposé sous Marchais à l'acte unique et au traité de Maastricht. C'était pas le PGE, dont Pierre Laurent a été longtemps président. Alors que je rappelle que la classe ouvrière ne veut pas de l'Europe de Maastricht. Elle a voté non à 70% contre le traité européen de 2005. Donc ne pas être pro-soviétique, ce n'est pas être un bon communiste français, comme prétend M. Pierre Laurent. C'est simplement être eurocommuniste, c'est-à-dire euro-anticommuniste. Donc être français et pro-soviétique, ça allait de pair, et les deux ont été abandonnés en même temps. Je rappelle quand même que Maurice Thorez avait dit ce n'est ni à Rome, ni à Berlin, ni dans aucune autre capitale étrangère, pas même à Moscou, pour laquelle nous, communistes, nous ne cachons pas notre admiration, que se décidera le destin du peuple de France, c'est à Paris. Voilà, les mots sont pesés. On ne cache pas l'admiration pour le peuple soviétique, mais on sait aussi qu'on est français. On marchait toujours sur deux jambes. Et je relisais même l'adversaire de classe, en l'occurrence M. Jacques Fauvet. Je relisais en ce moment pour rappeler la fondation du Parti communiste français. Jacques Fauvet était l'auteur en 1964 d'une histoire du Parti communiste français. Alors, il était rédac-chef puis directeur du Monde, mais son livre, malgré tout, malgré son caractère évidemment daté, reste quand même lisible, parce qu'à l'époque, tout simplement, le PCF se faisait respecter, parce qu'il était respectable. Donc, il sait parfois rendre hommage, malgré une sorte d'hostilité de classe de principe, mais il sait quand même rendre hommage au Parti communiste. Et dès les premières pages, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a compris que l'ADN du PCF, c'était la classe ouvrière française, la matrice, le mouvement ouvrier, et l'étincelle d'octobre. Il avait tellement compris ce processus, c'était intéressant, il a compris du dehors, mais il a compris ce processus dialectique du patriotisme et de l'internationalisme. Et il n'attend pas pour en parler le moment où Duclos et Thorez arborent fièrement les deux drapeaux, c'est-à-dire le tricolore et le drapeau rouge, c'est 1935 au stade Buffalo, et bien sûr ça va déboucher sur le Front populaire, et c'est jusqu'à l'époque Marchais incluse. Et donc Fauvet comprend ça, il en parle dès le congrès de Tours, je cite. Le Parti communiste français est né à Tours le 30 décembre 1920 à 3h du matin. Sa mère avait 15 ans. Son père, venu de l'Orient, terre des prodiges, était plus jeune encore. Mais lorsque la section française de l'Internationale ouvrière engendra le nouveau parti, elle était depuis longtemps sous l'apparence de l'unité, en proie au déchirement. Confondue plutôt que fusionnée, 4 ou 5 courants n'avaient cessé de la travailler depuis l'unification de 1905. Puis vint la guerre, cette grande accoucheuse, qui peu à peu réveilla le socialisme et le syndicalisme du rêve tourmenté de l'union sacrée. Je passe. Ces deux dates, donc 1905 et 1917, ces deux origines, la tradition socialiste et la révolution soviétique, maintenant ça sèmerait la confusion, il faudrait dire la tradition ouvrière française, mais la tradition ouvrière française et la révolution soviétique, en tout cas il écrit la tradition socialiste et la révolution soviétique, ne peuvent être dissociées si l'on veut comprendre l'histoire du Parti communiste français. Cette révolution est venue à la faveur de la guerre, se greffer sur cette tradition. Le parti n'aurait pu naître sans le sang de l'une, ni grandir sans la sève de l'autre. Et là, c'est un assez beau passage. Sa fidélité inconditionnelle à l'Union soviétique lui vaudra plus d'une fois la prison et l'incompréhension du plus grand nombre. Sa filiation socialiste lui permettra de s'implanter durablement dans le pays et de survivre ainsi à bien des épreuves. Donc, même un historien bourgeois avait compris que les deux étaient liés, français et internationalistes. Dans la dialectique, même celle de Hegel, je rappelle que l'individu, c'est le particulier réfléchi sur lui-même et par là élevé à l'universel. Patriotisme et internationalisme étaient liés.
Donc on ne peut pas renier père et mère. Hein. Qui renie père et mère se renie lui-même. Et là encore, ça ne demande pas un savoir marxiste particulier. Hein. C'est l'expression d'une morale universelle. Donc, Monsieur Perland, vous n'êtes plus marxiste, vous n'êtes plus communiste, mais en plus, vous suscitez, je regrette de vous le dire, la réprobation universelle. Voilà pourquoi vous n'êtes plus écouté par personne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain.